Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui commencent le podcast ou qui me connaissent pas trop, je m'appelle Élodie. Je fais un vidéo par semaine, des fois deux, tout dépendant là, le temps que j'ai. J'ai pensé récemment à m'ouvrir un Patreon pour sortir une vidéo de plus pour vrai par semaine, ce qui ferait en sorte que sur Spotify et YouTube, ça serait une vidéo par semaine, puis sur Patreon, il y en aurait une de plus. J'attends de voir vos avis, ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire pour me dire si c'est une bonne idée ou pas. Puis sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle du cas de Keisha Abrahams. Donc le 1er août 2010, le service de police reçoit l'appel d'une mère en détresse qui leur informe que sa fille Keisha est portée disparue. On a la vidéo là, de l'appel 911 que je vous montre à l'instant. Hi, I've just gotten up and I went to the toilet and realised that my front door was open and my daughter's not here. Okay, what's your address? It's Miss Dean, stroke 342, Woodstock Avenue, Mount Druitt. Okay. You just get the police on their way out there, okay? How old's your daughter? She's six. She's 6? Yes. Have you checked all the units? No, I've just gotten up. Okay, what's your name? Christy, I'm my mum. Okay, Christy, what's your last name? Abraham. Yeah, and what's your phone number there? I've just got the mobile, I don't know the mobile number. Okay. What's your mobile? Oh no, I don't What's know your it. daughter's name? Kaisha. What is it? Kaisha. Spell it. Kiesha. Yep. Abraham? Yes. And she's 6? Yeah, she's 6. Okay, so she, as far as you know, she would be in her pajamas, or you don't know? Yes, she's in her pajamas. Okay. So what time would you have last seen her? Last night? I put her to bed at 9:30, quarter to 10. Okay. And do you have any other family that live in the unit block? No. Any neighbours that she would talk to? No. And it runs off, what is that, Marina Street? Pardon? The corner street, there's Marina Street? Carwell. Okay. Has she ever done this before? No, not really. Like, she looks out a window and shit, but I don't know. Is she tall, short, skinny? Tall, she's skinny, she's got blonde hair, blue eyes. Yep. And what colour jammies did she have on last night? She had pink pajamas and a purple jacket, a purple pumpkin patch jacket. So pink pajamas and a purple jacket last night? Yes. Okay. I've just let the police know. We've got everybody on their way out to see you, okay? Yeah. And she's never done this. No, like she gets up and plays like in the middle of the night. She looks at a corner out her window before we went over, but I don't know. Yeah. Okay. And is it just the two of you that live there? I've got a 2-year-old and a 3-week-old baby. And are they still there? Yeah, they're still here. They're still there? Yes. And have they seen the 2-year-old? Have you quizzed the 2-year-old? Can your 2-year-old speak? Yeah. No, she was in bed. I just got up with me as well. We've all just gotten up. Okay. So the 2 and 3-week-old are still there? Yes. And the kid's father, he's here as well. He's there as well? Looking for her. Okay. All right. Now, Christy, we have got everybody on their way out there. Yeah.
So he's out yelling the streets for her? Yeah, he's gone looking for her. So that's your ex-partner, is that right? Yes, that's the kid's father, yes. What's his name? Robert? Robert? Yeah, Robert Robert who? Smith. Okay. And you've looked in all the cupboards? Yes, he's not here. I looked everywhere. Do you have any birthmarks on her? She's only got like a little one on her stomach. I've got one in the same place as well. Ears pierced? Yes, but she hasn't got no earrings in. Okay. All right, Christy. Well, I'm going to hang up. We've got police on their way there now. Alright, If you hear anything before we get there, you call us straight back. I will. Okay? Otherwise, we'll be there as soon as possible, okay? Yeah. All right, then. We'll see you soon. Thank you. Donc, la petite Keisha, 6 ans, a été vue pour la dernière fois samedi le 31 juillet 2010 à 21h30, après avoir visionné là, un film en famille lorsque sa mère, Christy Abrams, l'aimait Zoli, vêtue d'un pyjama rose et d'une veste violette, dans leur appartement situé à Woodstock Avenue à Ebersham. Christy a découvert le lit de sa petite fille vide et la porte d'entrée était entrouverte, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Ses proches auraient émis l'hypothèse que Keisha aurait été enlevée alors qu'elle jouait avec des chats errants parce qu'elle aimait beaucoup là, les chats. Dans les médias, la mère de Keisha a hurlé en suppliant que sa belle petite fille revienne saine et sauve. Elle dit, et je cite, « Si quelqu'un l'a vu, qu'il le signale à la police. » Je vous passe une vidéo de Christy et du beau-père de Keisha, là, Robert. Rob, yeah, Rob, do you want to? What would you say? If there's anyone out there that knows or seen anything, just come forward, contact the police. It's really help. Big help. Rob, do you want to talk us through the last time you saw Aisha? Last time I saw her, we were watching a movie together, you know. Anyone, someone must know something. Please come forward. What kind of personality does she have? She's beautiful, you know, funny, always happy. Was that on Saturday that you were watching the movie? Last movie we watched was The Golden Compass. Rob, how have the past 48 hours been for you and Christy? Can't describe how it's been. You don't know until you put yourself in my shoes. Just hope that she's found as soon as possible. That's what we need. Safe and well. How hard is it for you the longer this goes? It gets harder by the minute. Rob, we've all seen such beautiful pictures of your little girl. Can you tell us a little bit about her, what she's like? You know, what as parents you really like about her? She's always happy, bubbly, you know, loved playing, you know, just like any kid would. Donc, après l'appel de la maman, il y a une vaste opération de recherche dans les environs qui s'est poursuivie jusqu'à environ 22 heures. Il y a des agents qui frappaient aux portes du quartier puis qui demandaient là, l'accès à leur cour en arrière pour fouiller. Il y a des agents de la police scientifique qui sont également retournés là, au domicile familial le lendemain à la recherche d'autres indices, là, autant d'empreintes digitales que quoi que ce soit qui aurait pu les aider là, à avancer. Donc, je vous apporte 7 jours plus tard, le 8 août 2010, la police qui a enquêté sur la disparition de Keisha a déclaré
à la presse que la famille proche de Keisha était considérée comme suspecte. Donc, après 7 jours de ratissage autour de la maison et de recherches pour la trouver, ils ont annoncé qu'ils mettaient fin aux recherches car la famille proche était suspecte dans sa disparition. Donc, les enquêteurs ils ont interrogé la mère, Christy, son beau-père Robert Smith, puis son père, qui ont tous signé une implication dans sa disparition. L'inspecteur Oxford a toutefois déclaré qu'ils étaient tous considérés quand même comme des suspects là, dans une disparition d'enfants. C'est tout le temps la famille proche, les parents qui sont suspectés en premier. La force d'intervention Jarokine, c'est un policier infiltré là, qui se lie d'amitié avec les parents de la victime pour avoir des aveux. C'est eux qui vont continuer l'enquête sur Keisha puisque les recherches ont été arrêtées par les policiers. Donc, 6 mois après la disparition de Keisha, le 31 janvier 2011, les policiers vont annoncer que selon eux, la petite, elle est malheureusement décédée là, sans avoir pour autant retrouvé le corps. La police a refusé d'exclure l'hypothèse que Keisha avait été enlevée à son domicile durant la nuit, mais les enquêteurs de la brigade criminelle ils ont décidé de traiter sa disparition là, comme un meurtre au lieu d'une disparition. Le chef de l'enquête, l'inspecteur Oxford, il a déclaré que toutes les autres théories avaient été écartées, laissant la police face là, à la dure réalité que ça devait être là, un proche qui avait tué Keisha. Il y a des informations surprenantes qui ont révélé que Keisha n'avait pas été vue vivante depuis 3 semaines avant que sa mère et son beau-père la signalent comme disparue le matin du 1er août 2010. L'inspecteur a déclaré que la dernière fois que Keisha avait été vue vivante, c'était le 11 juillet 2010 lors d'une fête d'anniversaire pour l'un des proches de son beau-père dans une propriété de Londonderry. Il y a un examen médico-légal approfondi au logement familial qui a révélé là, aucune trace d'intrus. Il semblerait que du sang correspondant à l'ADN de Keisha ait été retrouvé dans sa chambre à coucher. Il y a une équipe de police qui a examiné des milliers de preuves, interrogé des dizaines de personnes, dont des pédophiles de la région, puis ils ont enquêté pour déterminer si elle avait été sortie là, clandestinement du pays. Je vous amène le 21 avril 2011. Donc, lors de l'opération Jarrequin, le policier infiltré s'est lié d'amitié avec Christy pour qu'elle finisse un jour par parler. Puis, c'est le jour du 21 avril 2011 que l'officier voit Christy chez elle, puis qu'elle se met finalement à parler. J'ai trouvé la vidéo en ligne, je vous la mets là à l'instant. What you're seeing is the breakthrough moment that caught out a child killer. A secret camera records Christy Abrahams sitting with an undercover police officer who eventually captures her confession. Just like that, just went like that. But then like she must have got scared, I don't know, like just jumped and then I don't know, just the head. What do you mean you went like that with your foot? No, just a nudge it. Just a nudge, just nudge it. Put your pyjamas on. Oh, okay, right. I don't know, she just started making me noises. We thought it would go away, and it didn't, and then in the morning, she was gone. Le lendemain, le 22 avril 2011, 8 mois après la disparition de Keisha Abrahams, la police a découvert une fosse peu profonde avec des restes squelettiques où se trouvait malheureusement le corps de Keisha. Les restes ont été retrouvés vers 8 heures du matin à plusieurs endroits sur un terrain près de Stony Creek Road à Chalvey, dans l'ouest de Sydney. Une scène de crime a été installée sur les lieux, puis il y a de nombreux policiers qui ont fouillé les alentours de la fosse. Christy et Robert ont été inculpés pour le meurtre de Keisha et se sont vus refuser une libération sous caution. Selon les documents judiciaires, le couple aurait été arrêté à peu près vers 1h du matin le 22 avril sur Freya Street à Chalvey dans l'ouest de Sydney. Ils ont été conduits au commissariat de Mount Druitt, puis chacun a ensuite été inculpé là, du meurtre de la petite Keisha.
La police affirme que Keisha a été assassinée entre le 20 et le 27 juillet 2010, 8 mois plus tôt. Je vais vous parler un peu plus de l'enfance de Keisha. Les violences ont commencé là, des années avant son meurtre. À seulement 15 mois, Christy a sauvagement mordu sa fille à l'épaule. Cette morsure à l'épaule, c'était juste le premier incident connu de sa vie de violence. La Cour suprême a appris plus tard que Keisha avait subi des fractures aux dents. Elle présentait plusieurs blessures suggérant là, des agressions répétées au cours des semaines et des mois précédant sa mort. Christy Abraham avait été reconnue coupable de coups et de blessures après avoir mordu Keisha. Donc, l'enfant a ensuite été placé chez sa grand-mère et son père pendant environ 18 mois. Christy, elle a souscrit un plan de prise en charge parentale, puis elle a suivi un cours de gestion de la colère. Puis, elle a suivi une thérapie. Et Keisha, lui, a été rendu en décembre 2006. Avant de signaler la disparition de Keisha, Robert et Christy ont usé de tous les moyens pour la faire croire là, vivante et en bonne santé. Le 28 juillet 2010, Christy est allée acheter des jouets pour Keisha, dont un poster de la fée Clochette à mettre dans la chambre de la petite. Il y a des documents judiciaires qui ont montré que les assistants sociaux, les enseignants, la police et les proches soupçonnaient que Keisha, 6 ans, avait subi de graves maltraitances dans les mois précédant sa mort en 2011, mais il n'y a aucun de ses proches qui n'était intervenu. Christy, elle nourrissait du ressentiment puis elle maltraitait sa fille parce qu'elle trouvait qu'elle ressemblait beaucoup trop à son père biologique. En 2007, Keisha a été interrogée toute seule par un travailleur social après son arrivée à l'hôpital de Nepean. Elle avait un ecchymose au visage. Keisha n'a pas été en mesure d'expliquer l'ecchymose sur son visage, mais elle avait une brûlure de cigarette sur son corps, puis elle a déclaré, et je cite, « Maman a frappé là, et maman a fait ça. » Keisha avait été à l'école que 4 fois depuis le début de la maternelle. Puis il n'y a aucune plainte qui a été faite là, par l'école. Christy a dit au père de Keisha, quelques mois avant sa mort, qu'elle lui ferait du mal ou la tuerait, parce qu'elle en avait assez qu'elle chie et pisse au lit, et qu'elle fasse des conneries à l'école. Donc, selon les aveux de Christy, elle a enjambé sa fille parce qu'elle voulait pas mettre son pyjama, puis elle s'était cogné la tête là, sur le cadrage du lit. Donc, après cette blessure à la tête, Keisha a été mise dans un bain. Elle a ensuite été mise au lit, mais elle est malheureusement là, décédée de ses blessures durant la nuit. L'autopsie des ossements de Keisha n'a pas permis d'établir là, la cause exacte du décès. Son beau-père, Robert, a déclaré à la police qu'il avait traité sa belle-fille Keisha comme si c'était la sienne. Mais lorsque la petite fille elle a été tuée par sa mère, il a absolument rien fait pour l'empêcher. Robert a eu amplement le temps de demander une assistance médicale pour Keisha, qui avait été assommée par sa mère. À place de ça, il a vu son état se détériorer puis il a absolument rien fait. Le procureur de la couronne, Keith Alder, il a déclaré que Robert était allé travailler le lendemain de la blessure de Keisha, la laissait dans son état comateux, puis qu'il était rentré chez lui le soir même pour la retrouver malheureusement morte. Il avait eu amplement le temps de lui apporter une assistance médicale ou d'appeler la police pour la sauver, mais il n'a rien fait puis il a décidé de faire comme si rien n'était et d'aller travailler le lendemain. Robert a déclaré à la police qu'il avait entendu une forte détonation qui provenait de la chambre de Keisha, puis il a découvert qu'elle avait été assommée par sa mère. Après le décès de Keisha, Robert a mis le corps dans une valise puis l'a laissé dans sa chambre là, pendant approximativement 5 jours, avant de l'emmener dans une tombe préparée à l'avance à Chalvet, le 18 juillet 2010. Robert a ensuite aspergé la valise et le corps d'essence, puis il a mis là, le feu à la valise et au corps de sa belle-fille qu'il traitait comme sa propre fille. Le 3 mars 2013, la juge Megan Latman a
a condamné Robert Smith à une peine maximale de 16 ans de prison, assortie d'une période de sûreté de 12 ans. Il a été incarcéré au centre correctionnel de June, au nord de Wagga Wagga. La juge a déclaré que ces crimes étaient parmi les plus graves imaginables. Sa décision de brûler le corps de Keisha était un acte particulièrement odieux. La juge a déclaré que Robert avait fait un choix simple et lâche pour protéger ses propres intérêts plutôt que ceux d'une enfant vulnérable et gravement blessée. La juge Latman a déclaré que retrouver un enfant de 6 ans inconscient inciterait n'importe qui, sauf les adultes les plus insensibles, à consulter un médecin. Was she about to get into the bath, or you don't know? No, it's in the morning. In the morning. So had she changed from her pyjamas, or was she still in her pyjamas at this stage? What? When she cut her head? No, she would have been getting dried. Oh, so she would have had nothing on. Okay, so she's having a shower. So the kids have showers in the morning, do they? The children all morning bath? and night, whenever. Okay. Would there be any reason why there'd be more blood, not just in her unit, but throughout the unit? What are you trying to say? I'm just saying that when we forensically examined the unit, there's an amount of Keisha's blood throughout the unit, and I'm just trying to ask you how that would have got there. I don't know. No. Okay. Is that how you put her to bed that night, like that? No, I put the blanket over her. Okay. Does she normally kick the blankets out when she's asleep? Yeah, because she sweats. Okay. So when the police found the bed just simply like that, was that unusual to find it like that, simply folded back nice? Well, it's and neat unusual like that? not to see her in the bed. Yeah, I understand that, but I'm just saying that the neatness of the bed. Would she normally keep a nice neat room? Well, she makes her bed every morning. Okay. And the shoes were neat, so bedroom's generally tidy, is it? Yes, because I clean it. Okay. Are we talking about the park around in Woodstock? Yes, right next door. Right next door. Yes. Okay, so for Robert to end up in Westfield at Mount Druitt, is that unusual? What do you mean? Well, Robert's, when he's left your unit, he's gone into Westfield, all the way to Westfield, and looked inside Westfield. Like he's looked all the way where we walked down to Westfields. Yeah, but you don't take her to the shops. I do. Now, look, I've been through a whole week of her life, and she hasn't left the unit. So what are you trying to say? No, what I'm trying to say is, why did he end up down in Mount Druitt shopping centre? But he looked all around, and to go to Mount Druitt. Yeah, but what I'm saying is that you don't take her shopping. Why would she go there? She's never been there, has she? She has. Maybe not the week that you're talking about. Oh, you know what? This is over, seriously, because what are you trying to get at? All right, I'll move on. All I'm saying is, that Robert, why did he go to Westfield? That's all I'm asking. It's a simple So have question. a look. You would have seen. You would have got the CT. But it's a long way from where you are, that's all. Au début du mois de juillet 2013, Christy a finalement plaidé coupable du meurtre de sa fille, lui invitant ainsi un procès. Donc, le 19 juillet 2013, le juge a déclaré que le crime était classé dans la catégorie de gravité moyenne, car il s'agissait d'un acte de violence impulsif et incontrôlé. Il a déclaré que Christy avait exprimé des remords et qu'il était peu probable qu'elle récidive, et que sa déficience intellectuelle et ses propres abus durant l'enfance avaient contribué à son crime. Selon moi, ce que tu as vécu quand t'es jeune, si t'as pas aimé ça ou quoi que ce soit, si tu veux pas... Techniquement, quand t'as vécu ça quand t'es jeune, tu veux pas que ça se reproduise puis tu veux pas faire vivre ça à tes enfants. C'est un choix qu'elle a fait. Elle était clairement au courant du choix qu'elle a fait. Le juge Harrison a conclu que Christy n'avait pas l'intention de tuer Keisha lorsqu'elle a infligé pas plus que 2 coups à la petite, mais qu'elle avait l'intention de lui infliger des lésions corporelles graves. Il a déclaré ne pas pouvoir être convaincu hors de tout doute raisonnable que Christy était responsable des blessures antérieures de Keisha. Il dit, et je cite, « Bien que les preuves établissent qu'elle avait été colérique envers Keisha par le passé, les preuves sont insuffisantes pour établir hors de tout doute raisonnable que l'agresseur avait déjà causé les blessures de la victime, autre que la morsure, en 2005. » Le juge a déclaré qu'au cours des 18 derniers mois de la vie de Keisha, la fréquence des blessures avait augmenté. Il a déclaré que la colère et le ressentiment de Christy envers sa propre enfance avaient affecté son rôle de parent.
Puis il a ajouté qu'elle bénéficierait de soins psychiatriques, d'un soutien et d'une éducation en prison. Elle a finalement été condamnée à 21 ans et 6 mois de prison. Elle a été également condamnée à 18 mois de prison pour atteinte à un cadavre. Le juge Ian Harrison a combiné ces deux peines ensemble pour une peine minimale de 16 ans. Elle a été incarcérée à Dilwiana Correctional Center of Sydney. Ayant déjà purgé une partie de sa peine, elle va être admissible à une libération conditionnelle en 2027, là, donc dans genre 2 ans. C'est horrible qu'une mère qui a tué sa petite fille soit en liberté d'ici 2 ans. Là. Moi, être eux, je reverrais ça. Mais la peine qui a été relativement légère comparée à d'autres peines infligées aux mères meurtrières a suscité là, la colère de toutes les spectateurs qui étaient là pour entendre le verdict de Christie à la Cour suprême. Donc, après tout ça, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a vivement critiqué les syndicats pour avoir lié le meurtre de Keisha au manque d'assistants sociaux et aux coupures budgétaires du département des services communautaires. Robin Crown de la Public Service Association affirme que de nombreux cas de maltraitance d'enfants ne font pas l'objet d'enquêtes approfondies en raison du manque de personnel et de ressources. Elle dit, sur l'ensemble des signalements, seuls 30%, parfois 35%, bénéficient d'une visite en personne d'un assistant social. Madame Crown, qui travaillait auparavant au département des services communautaires, affirme que l'affaire de la petite Keisha soulève des questions là, très importantes. Elle a dit « Le ministère souffre de graves déficits. Le taux de postes vacants est d'au moins 25 à 50% dans chaque centre de services communautaires de l'État. Mais le ministre des Services communautaires, Prue Goward, estime qu'il est amoral et honteux que le syndicat utilise la mort de Keisha pour mettre en lumière les pénuries alors qu'il lutte contre les réformes et impose des pratiques de travail restrictives. Madame Goward affirme que le gouvernement a hérité d'un ministère des Services communautaires défaillant il y a 2 ans, puis qu'ils ont beaucoup fait pour le redresser depuis ce temps-là. Une travailleuse pour une organisation qui oriente les dossiers vers les services d'aide sociale, qui se prénomme Sharon, a déclaré à la radio ABC 702 que les jeunes enfants en danger se voient constamment refuser des soins. Elle dit, et je cite, « Je signale régulièrement des cas de violence conjugale chez des jeunes de 12, 13 et 14 ans, sans nourriture, et on me dit constamment qu'ils sont trop jeunes, que nous ne pouvons pas nous occuper de ces enfants et que nous ne pouvons pas nous occuper des bébés et des tout-petits. » L'opposition de l'État affirme qu'il est irresponsable de la part du gouvernement d'ignorer les questions relatives à la pénurie d'assistants sociaux soulevées par le meurtre de Keisha. Le chef de l'opposition, John Robinson, affirme que le gouvernement doit cesser de rejeter la faute sur les autres. Il dit « Ce gouvernement n'est jamais prêt à assumer la responsabilité de ce qui se passe sous sa direction. » Je suis d'accord que avec le fait que Keisha a été à l'école seulement 4 fois durant sa maternelle, toutes les bleus qu'elle a eues, les brûlures de cigarettes et tout ce qui s'est passé, qu'elle n'ait pas été enlevée de sa mère plus tôt que ça. Juste la morsure quand elle avait 18 mois. Elle aurait pas dû être retournée à sa mère aussitôt, mais ça l'a été fait. Parfois, la DPJ, les assistants sociaux font un travail plus ou moins bien, puis on en voit de plus en plus dans les dossiers de petits enfants là, qui finissent par mourir à cause de leurs parents. Puis c'est exactement ça ce qui s'est passé dans ce cas-là, parce que l'école et tout aurait pu aviser les assistants sociaux sociaux auraient pu aller au domicile plus que certaines fois, mais il y a eu beaucoup de plaintes, puis ça l'a quand même rien donné, donc je sais pas si ça aurait vraiment changé quelque chose qu'il y ait plus de plaintes que ce qu'il avait déjà. Il y a eu des développements dans cette affaire il y a environ 2 ans, c'est très récent. Le 21 avril 2023, Robert Terry Smith a quitté le centre correctionnel de June et il va purger le reste de sa peine de 16 ans dans la communauté. Donc, l'Autorité de libération conditionnelle a accordé une libération
conditionnelle à Robert Smith pour purger le reste de sa peine dans la communauté dans le cadre d'un plan global comprenant des conditions strictes et une surveillance continue par les autorités. Donc, le président des libérations conditionnelles de l'État a déclaré que l'autorité s'était appuyée sur les rapports d'experts soumis par le Conseil de surveillance des délinquants graves et les services correctionnels communautaires, puis tous soutenaient sans équivoque la libération conditionnelle de Robert. Il y avait également noté aucune observation qui avait été formulée par la famille de la victime ou le commissaire des services correctionnels concernant sa libération. Dans sa décision écrite, le juge Bellew, en tout cas, peu importe, a déclaré que l'autorité est convaincue que la libération conditionnelle du délinquant est actuellement dans l'intérêt de la sécurité de la communauté, car il sera étroitement surveillé dans le cadre d'un plan global visant à favoriser sa réadaptation et sa réinsertion et à atténuer le risque de récidive. Donc, ce qui veut dire que c'est mieux qu'il sorte maintenant puis qu'il soit surveillé pendant 12 ans, qu'il y ait des règles strictes à suivre, qu'il soit libéré à la fin de sa peine complètement, puis qu'il soit libre comme l'air de faire ce qu'il veut sans être surveillé. Ce que je peux comprendre, parce que c'est mieux qu'il soit surveillé pendant beaucoup de temps que juste qu'il sorte du jour au lendemain, puis qu'il puisse faire là, à peu près tout ce qu'il veut. Donc, pendant sa détention, Robert a suivi des programmes thérapeutiques appropriés, plusieurs programmes éducatifs, puis il s'est comporté de manière très appropriée, puis il a occupé divers postes là, pendant la majeure partie de son incarcération. Il y avait des conditions supplémentaires là, à suivre lors de sa libération. Donc, il y avait de ne pas contacter, communiquer, surveiller, traquer, harceler ou intimider la ou les victimes ou leur famille. De respecter toutes les conditions et exigences du registre de protection de l'enfance, de ne pas contacter, communiquer ou fréquenter son ex-délinquant sans l'autorisation expresse au préalable de son agent, puis de ne pas fréquenter ni visiter les zones de gouvernement local de Blacktown et Penrith. J'ai fait des recherches, puis puis au moins de 2020 à 2025, c'est au moins 69 enfants qui sont morts au Québec alors qu'ils étaient sous la responsabilité de la DPJ. C'est un approximatif, ils savent pas exactement le vrai total. On a non seulement la petite fillette de Granby en 2019, en mars 2020, un bébé de 2 ans a été retrouvé mort à Joliette. En octobre 2020, il y a un père qui a tué ses 2 enfants. 2 enfants qui étaient sous la surveillance de la DPJ. Il y a une maman qui a perdu son fils autiste qui était placé en famille d'accueil en DPJ. Il est décédé malheureusement. Il y a beaucoup de cas comme ça qui arrivent. C'est tellement triste parce que c'est censé être un département qui est censé promouvoir la sécurité de l'enfant. Mais dans beaucoup de cas, c'est l'inverse. La DPJ a complètement ignoré le cas de la petite Keisha, puis si les intervenants sociaux, l'école, les proches auraient fait des plaintes ou quoi que ce soit, ça aurait pu avancer plus vite, mais il y avait trop peur de confronter, donc ils l'ont pas fait, ce qui arrive dans beaucoup de cas. Ouais. C'est ce qui conclut mon épisode d'aujourd'hui. Je sais que ça a pas été un épisode facile. Je dis souvent ça à chaque début à chaque épisode. C'est jamais facile que la mort de quelqu'un, encore moins d'un enfant. Je sais qu'un enfant, ça en touche plusieurs, encore plus. Mais faut en parler. Le plus qu'on en parle, le moins ça va arriver, le plus le monde va vouloir parler puis faire une action. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!